Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de magnétostatique qui s'appelle plan épais parcouru par un courant. Donc on nous dit qu'entre deux plans z égale moins a et z égale plus a qu'on va supposer infini, il existe un courant de densité volumique uniforme J qui vaut J0 selon Ux. Donc je vais représenter un petit peu la situation ici. Donc comme je viens de le dire, on suppose les plans infinis. Et donc on me demande de calculer le champ magnétostatique en tout point de l'espace. Ici, donc je vais prendre un point M n'importe où. Donc je vais travailler ici évidemment en coordonnées cartésiennes puisque j'ai des plans. Donc on travaille en coordonnées cartésiennes. Et donc le champ magnétostatique a priori s'écrit Bx de XYZ EX plus BY de XYZ EY plus BZ de XYZ EZ. Et on va essayer de trouver des symétries et des invariances pour pouvoir simplifier un petit peu l'écriture de B. Donc on s'aperçoit que le plan MEXZ ici va être un plan de symétrie des courants. MEXEZ est un plan de symétrie des courants. Donc ça c'est le plan de ma tablette en réalité, le plan de ma feuille. Donc un plan d'antisymétrie de B. Donc, B de M, c'est directement un BY de XYZ selon EY, puisque B est orthogonal à ces plans d'antisymétrie. Donc, on obtient ce résultat-là. On a des invariances par translation ici de tout vecteur de type EX, puisque les plans sont infinis, et EY, selon EX et EY de la distribution de courant. Évidemment, pas d'invariance selon Z, puisque si je monte trop, je vais sortir des plans. Donc ici, on en déduit que le champ magnétostatique B de M, c'est un BY de Z, EY. Donc voilà ce que me donne l'étude des symétries et des invariances, ce qui est déjà énorme. Et maintenant, on va appliquer le théorème d'Ampère pour le calculer. Donc le théorème d'Ampère me dit que la circulation sur un contour fermé et orientée de B scalaire dl est égale à mu0 I enlacé. Et donc on va devoir choisir un contour d'Ampère, calculer la circulation de B sur ce contour, calculer I enlacé pour en déterminer le champ magnétostatique. Donc ici, étant donné que le champ B est porté par EY, on va changer le changement de vision. Et je vais prendre une représentation ZY, en réalité, ici, puisque mon champ magnétostatique, encore une fois, est porté par Y. Donc je vais remettre mes deux plans, en Z égale A et en Z égale moins A. Et je vais choisir un contour d'Ampère. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour le choix du contour d'Ampère. Donc avant de le faire, ici déjà, je vais représenter un petit peu le vecteur, l'axe OX vient vers nous. Donc le vecteur densité de courant J vient vers nous. Et donc là, pour choisir le contour, eh bien, on va choisir un rectangle, puisque selon EY, le champ magnétique est non nul. Et il y a deux possibilités pour le choix de ce contour. Soit on le prend de manière symétrique par rapport à l'axe OY, ici. Donc ça, c'est la première possibilité de contour. Je vais l'appeler C1. Donc je vais l'orienter pour compter positivement les courants. Donc les courants viennent vers moi. Donc d'après la règle de la main droite, je vais orienter le contour ici dans ce sens. Et je vais l'appeler MNPQ. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité serait de prendre un contour toujours rectangulaire, mais qui repose non pas par symétrie par rapport à l'axe Y, mais qui repose sur l'axe OY. Je l'orienterai dans le même sens. Et ici, en se basant sur le fait que OXY et OXZ sont des plans de symétrie, ce qui fait que OYZ,
ici est un plan de OXZ et OXY sont des plans de symétrie des courants. Donc, on aurait que le champ magnétostatique est forcément nul sur l'axe OX, sur l'axe Y, pardon, donc on pourrait s'en sortir de cette manière-là. Donc là, ici, je vais rester sur le contour vert. Et donc, je vais calculer l'intégrale sur le contour vert de B scalaire dl, ce qui me fait l'intégrale sur Mn de B de M1 scalaire dl1, plus l'intégrale sur Np de B de M2 scalaire dl2, plus l'intégrale sur PQ de B de M3 scalaire dl3, plus l'intégrale sur QM de B de M4 scalaire dl4. Et donc ici, je vais utiliser le fait que le dl est collinéaire au contour. Donc, je vais représenter mes 4 dl en un point quelconque du contour. Et je vais y représenter le champ magnétostatique dont on a déterminé qu'il était porté par EY. Voilà, donc ça c'est B de M1. Ça c'est B de M2. Ça c'est B de M3. Et ça c'est B de M4. Voilà, donc là j'applique le fait que par symétrie et invariance, j'ai trouvé que B était porté par EY. Et donc je m'aperçois que B est orthogonal au DL pour le cas numéro 4 et le cas numéro 2. Ce qui m'élimine directement ces intégrales. Et ensuite je sais que B ne dépend que de Z. Et donc sur les contours, sur les droites Mn et PQ, on est à Z constant, donc ça nous fait directement B de moins Z. Ici, je suis en moins Z, là. Là, je suis en Z. Donc B de moins Z fois la largeur du contour, que je vais noter petit e, ici, fois E, moins B de Z fois petit e. Le moins dû au fait que le B est le sens opposé au DL sur le contour, sur le segment PQ. Et donc ensuite, on va utiliser le fait que OXY est un plan ici d'antisymétrie un plan de symétrie des courants, pardon. OXY est un plan de symétrie des courants. Puisque si vous prenez ce plan ici en orange, OXY est bien un plan de symétrie dans la mesure où vous avez bien J et J qui sont dans le même sens de part et d'autre de ce plan. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Donc B est orthogonal à ce plan. Donc ça, c'est un plan d'antisymétrie de B. Donc un plan d'antisymétrie de B. Et donc comme M1 et M3 sont des points symétriques par rapport à ce plan ici, je peux directement en déduire que B de Z est égal à B de moins Z par antisymétrie, puisque ici j'ai deux points M1 et M3 qui sont symétriques par rapport au plan, et donc on voit bien qu'on doit obtenir que B de Z doit être égal à moins B de moins Z, pardon. Par antisymétrie, on doit avoir ici que si le champ magnétique est vers la droite ici, il doit être vers la gauche en bas. C'est ça, un plan d'antisymétrie. C'est l'opposé du symétrique. Donc de là, je peux en déduire que B de Z est égal à moins B de moins Z, d'où la circulation sur le contour C1 de B scalaire dl. Je peux regrouper les deux termes, et donc ça me fait moins 2 B de Z fois petit e. Je pourrais aussi écrire 2 fois B de moins Z fois petit e. Maintenant, il me reste à calculer I enlacé. Et donc là, il faut que je fasse une disjonction de cas. Soit je suis dans le cas du tracé que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire celui où Z est plus grand que A. Dans ce cas-là, les courants enlacés sont tous les courants dans cette zone-là, puisque l'extérieur est vide de courant. Hop. Voilà. Et comme J vient vers nous, eh bien on compte bien positivement les courants. Et comme J est uniforme, on a directement que I enlacé, c'est J fois S. Et donc ça fait J0 fois la surface de ce que j'ai assuré en violet, qui vaut 2A fois petit e. Et par contre, si Z est
plus petit que A. Je vais me retrouver avec un contour qui est à l'intérieur de la figure. Donc je vais la représenter juste très très rapidement. Donc je vais me retrouver avec cette situation-là. Et le contour qui est à l'intérieur cette fois-ci. Et donc les courants enlacés ne correspondraient plus qu'à cette surface de hauteur, non plus 2A mais 2Z. Et donc j'aurai que I enlacé, cette fois-ci, est égal à J0 fois 2A fois Z, ici. Et donc j'en déduis par théorème d'Ampère. L'intégrale de B scalaire dl, on a dit que c'était moins 2B de Z fois E. Donc on en déduit que si Z est plus grand que A, on a que B de M, c'est égal. Donc les deux, on va l'écrire proprement. On va pas aller trop vite. Donc on a que moins 2 B de Z fois E est égal à mu0 J0 fois 2A fois E. Donc ici les deux E se simplifient. Et donc on en déduit que B de M va être égal à moins mu0 J0A selon EY. Si Z est plus grand que 0 et plus petit que A, et bien cette fois-ci je vais être égal à mu0J fois 2Z, E. Donc là on aurait directement que B de M serait égal à moins mu0 J0Z fois EY. Et ensuite si Z est compris entre 0 et moins A, je vais obtenir cette fois-ci par symétrie plus mu0 J0Z. Et enfin, si Z est plus petit que moins A, je vais obtenir par symétrie, tout du moins par antisymétrie, plus mu0 J0A selon EY. Donc si je représente BY en fonction de Z, je vais avoir les deux barrières qui correspondent à Z égale A et Z égale moins A. Voilà, donc là c'est moins A et là c'est A. Et donc pour Z plus grand que A, j'ai un champ B qui est négatif et qui vaut moins mu0 J0A. Et sinon ça vaut plus mu0 J0A ici. Et ensuite j'ai un champ B qui est affine de ce type. Et donc dans la question 2, on me demande non pas de représenter B de Y, mais la norme de B de Y. Et donc là, on aurait quelque chose qui est toujours positif. Et donc on obtiendrait cette courbe en norme ici pour la norme de B. Et la même chose de l'autre côté, hein, évidemment. Je ne vais pas le recopier dessus, mais bon, je vais recopier la figure pour ne pas faire la confusion. Donc je duplique. Voilà. Et donc j'obtiendrai pour norme de B quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà pour le calcul du champ magnétique. Ce n'est pas un calcul qui est très simple, dans la mesure où il faut déjà bien faire l'étude des symétries et des invariances, bien avoir compris le choix du contour. Donc encore une fois, les deux possibilités de choix de contour ici, qui sont importantes. Et puis ensuite appliquer proprement le théorème d'Ampère. Donc dernière question, on place un proton P ici au point P00A. On lui donne une vitesse V0 qui vaut V0 selon UZ. Et on va essayer de comprendre quelle est la trajectoire du proton. Donc on va surtout raisonner par analogie avec ce qui a été fait sur les particules chargées en première année. Donc le proton se trouve en 00A au départ. Donc le proton se trouve initialement ici. Et on lui donne une vitesse V0 selon EZ. Le champ magnétique, on a trouvé qu'à l'extérieur, pour Z supérieur à A,
était selon moins EY. Donc ici, il va venir vers nous, puisque Y va dans la feuille. Et même chose ici, il va venir vers nous. Donc finalement, le proton va subir une force de Lorentz. Donc il subit une force de Lorentz F égale QV vectoriel B, qui ne peut que dévier la trajectoire, puisque c'est une force qui ne travaille pas. Et donc en fait, si vous regardez avec la règle de la main droite, la première force V vectoriel B va être vers la droite ici. Donc on va avoir une trajectoire du proton qui va avoir tendance à dévier, et puis le proton va tourner sur un mouvement qui est circulaire, jusqu'à réatteindre l'axe Z égale A, qu'on va appeler le point Q. Ici, donc la trajectoire, elle est circulaire. On ne le démontre pas ici, on travaille par analogie avec ce qui a été fait en première année. Circulaire, de rayon R, voire cours de la première année. J'avais fait des vidéos sur les mouvements circulaires de particules chargées, donc je vous invite à retrouver ça. Et donc on me demande quelle est la distance sur l'axe ici, lorsqu'il retrouve sur l'axe X, lorsqu'il retrouve Z égale A. Donc je cherche à calculer la distance entre P et Q. Donc ici, la distance PQ correspond à un diamètre. Puisque le champ est uniforme, pour Z égale Z supérieur à A. Et donc on peut retrouver rapidement l'expression du diamètre de la trajectoire en partant de la deuxième loi de Newton et en négligeant le poids. Donc vous avez que mdv sur dt est égal à qv vectoriel b plus le poids, que l'on néglige toujours dans le cadre de particules chargées devant la force de Lorentz. Et ensuite, pour un mouvement circulaire uniforme, vous savez que l'accélération c'est v carré sur r. Donc si je passe en norme, ça fait mv carré sur r égale qvb ici. Et donc j'en déduis que le rayon est égal à mv sur qb. Et donc la distance PQ, qui est égale au diamètre, qui est égale à 2R, est égale ici à 2m V0. La vitesse est uniforme dans le champ B sur QB. Donc voilà pour cet exercice assez riche en physique pour le calcul d'un champ magnétostatique, puis d'application de mouvement d'un proton. Donc j'espère que la correction vous a plu, et surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.